Dans cette présentation vidéo, nous allons voir comment installer un serveur Windows 2012 en mode Core et le configurer afin de faire un contrôleur domaine. Donc il va falloir qu'on utilise certaines commandes qui vont être des commandes de script qui pourraient être d'ailleurs inscrites automatiquement, enfin réalisées automatiquement si on les inscrit dans un script, mais qu'on peut aussi taper à la volée commande par commande. C'est plutôt la méthode qu'on va utiliser là pour cette présentation. Alors l'objectif qu'on va viser, qu'on va chercher à atteindre, c'est de constituer en fait un contrôleur de domaine et de pouvoir insérer un poste client dans le domaine qu'on va déployer. On part d'un Windows 2012 Server que je vais virtualiser sous VirtualBox. Donc en fait il s'agit d'un Windows 2012. Il suffit de choisir la version 2012 64 bits, 2 Go de mémoire. On crée un disque dur, le format n'a pas d'importance, on met une taille de 40 Go puisqu'on va installer un serveur en mode Core. Le mode Core, ça signifie qu'il n'y a pas d'interface graphique, donc on n'a pas besoin d'autant de place au niveau stockage qu'un serveur traditionnel avec environnement graphique. On va mettre la carte réseau en mode interne pour s'isoler du réseau. Mais j'ai préparé un routeur pfSense qui est opérationnel ici, qui me permettra d'avoir accès à Internet au travers donc du réseau interne. Une seule carte réseau. Au niveau du système, on fait en sorte de démarrer prioritairement au niveau de l'ordre d'amorçage sur le disque dur. Alors ça, c'est une petite astuce qui permet, lorsqu'on virtualise une machine, de démarrer sur le CD-ROM la première fois sans s'embêter, sans rien faire. Il va démarrer sur le disque dur la deuxième fois. Pourtant j'ai mis le disque dur en premier, et pourquoi il démarre pas en premier sur le disque? Parce que tout simplement il détecte qu'il n'y a rien dessus, donc il passe au deuxième choix. Mais lorsqu'il redémarre, il trouve un secteur d'amorçage sur le disque dur, et du coup il amorce directement, et on risque pas de réinstaller Windows perpétuellement. Donc voilà mon astuce. Au niveau de la mémoire, 2 Go, on a déjà vu ça. Processeur, on peut augmenter un petit peu. On va mettre 2 processeurs ici. Pour le reste, pas d'importance. Pas besoin de monter beaucoup les paramètres graphiques, dans le sens où on n'aura pas d'interface graphique de toute façon. Au niveau du réseau, eh bien, une seule carte en mode interne. Donc c'est OK. On va installer le DVD de Windows 2012 ici dans le lecteur. Donc je vais le faire tout de suite, voilà, et on est prêt à démarrer. On démarre la machine. On va pouvoir pour l'instant stopper VirtualBox. Donc cette machine, elle démarre, et alors comme c'est un Windows 2012, le choix par défaut lors du démarrage c'est le mode Core, et d'ailleurs ceux qui font pas attention peuvent se faire avoir s'ils installent un Windows en pensant obtenir une interface graphique par défaut. Si on regarde bien, le choix par défaut c'est donc le premier ici qui est estampillé installation minimale. Installation minimale, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas d'interface graphique. Donc c'est exactement ce qu'on veut faire, donc je vais choisir ce mode. J'accepte le terme de licence. On fait une installation complète, donc on va cliquer ici, on valide le disque dur en une seule partition, on s'embête pas, et c'est parti pour une installation. Donc alors pendant que l'installation s'effectue, on va commencer à regarder les commandes qu'on va pouvoir utiliser pour réaliser en fait notre config, étant donné qu'on n'aura pas d'interface graphique. Il va donc falloir taper des commandes. Alors parmi ces commandes, voilà un aperçu des commandes essentielles qu'on va utiliser. Par exemple, lorsqu'on voudra changer le mot de passe de l'administrateur, on pourra taper cette commande. Si on veut le faire, bien sûr, c'est pas une obligation. Si on veut mettre la carte réseau en mode DHCP, on tapera cette commande. Il suffira de remplacer ça, ce nom de la carte par sa valeur. Alors par exemple, ici, si on veut mettre une adresse IP statique, on fera comme ça. Voilà un exemple. Là, ici, je mets l'adresse 172.30.0.250 associée au masque
qui correspond à ce réseau par défaut, et ici c'est l'adresse de passerelle en fait ça. Alors le mot Ethernet qui est ici est en fait le nom de la carte. Donc si la carte s'était appelée par exemple LAN, ben mon instruction aurait été NetSH interface IPv4 7 adresse LAN. Voilà. Ici c'est pour positionner le ou les serveurs DNS au cas où il y en a deux, pour renommer l'ordinateur, pour le joindre à un domaine, pour arrêter la machine, la faire rebooter par exemple, pour voir les firewalls, ici un petit peu plus bas, pour mettre le firewall à 0, pour le mettre sur off, et on comprendra par exemple en analysant cette règle que pour le mettre sur on, c'est-à-dire l'activer, il suffirait de remplacer ça par un N. Pour lancer le shell PowerShell, qui va nous permettre lui notamment de lancer les commandes pour installer Active Directory. Voilà. Alors on peut aussi par exemple activer, ça c'est un petit peu particulier, le bureau à distance, en faisant comme ça par exemple. Et vous voyez ici, on va attaquer dans cette deuxième page, en fait, ça va nous permettre en fait d'installer notre nouveau domaine Active Directory. Ensuite on installera un DHCP qu'on associera à notre domaine. Dans cet exemple ici, on imagine qu'il y a un domaine qui s'appellerait neptune.local. Voilà, donc différentes petites choses. Bon, après la troisième page ici de ma doc montre comment on peut passer d'un mode sans interface graphique vers un mode avec une interface graphique allégée ou bien complète. Bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça on le fera pas dans cette présentation, ça ne nous intéresse pas. On va voir où en est le serveur, on est à 82% d'installation, donc c'est bientôt terminé. On aura besoin d'intégrer un poste client donc dans notre environnement. Je prévois d'utiliser un Windows 7 qui va donc devoir être joint au domaine. Et ce qui sera intéressant aussi, c'est que notre Windows 7 puisse dans un deuxième temps peut-être utiliser une adresse IP obtenue par DHCP. Donc eh bien, on profitera de cette option là. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que puisque notre domaine, une fois installé, n'aura pas d'interface graphique côté serveur, il va donc falloir installer et utiliser les outils d'administration de Windows. Alors plutôt disons que la solution c'est d'utiliser ce qu'on appelle les outils RSAT, qui sont les outils d'administration à distance d'un serveur et d'un environnement Active Directory. Donc là ici c'est facile de les trouver sur internet, c'est officiel Microsoft, c'est-à-dire que si vous tapez ça, vous tombez sur le site de Microsoft qui vous explique à quoi ils servent et surtout comment les installer, comment les utiliser. Donc nous on aura absolument besoin d'installer nos outils RSAT sur un poste client afin d'administrer notre domaine global. Bon alors donc ça sera l'occasion de montrer également comment on installe, on choisit et on configure les outils pour administrer un domaine et les principaux composants tels que par exemple les services. Voilà, donc que dire d'autre sur l'installation? Une chronologie à respecter côté serveur. Bon là on est en phase d'installation, mais quand il sera installé il sera considéré comme un serveur autonome. Donc il aura bien sûr pas d'interface graphique, mais il aura surtout pas d'adresse IP. Il aura son nom de démarrage. Il aura pas de DNS. Il aura pas de passerelle. Il aura aucun rôle ou aucune fonctionnalité d'installer. Donc on pourra pas faire grand chose avec cette machine. Donc une des premières choses qu'on fera, c'est de lui fixer peut-être un nom et une adresse IP fixe pour lui permettre ensuite d'être installé en tant que contrôleur de domaine, et ce sera
la suite logique, installation des services Active Directory et installation, déclaration d'une forêt avec un domaine à l'intérieur de cette forêt. Et ça aura comme conséquence de déployer tout ce qu'il faut pour gérer le domaine et notamment le service DNS. Donc vous allez voir que finalement si on fait un bilan après lorsqu'on aura fini cette installation, on se rendra compte que c'est plus rapide et plus simple qu'une installation basée sur le mode graphique. Donc c'est sûrement un petit peu plus compliqué au départ, mais c'est souvent assez simple de faire de cette manière-là. Voilà, donc la machine est en train de redémarrer. On va se connecter dessus. Comme c'est un premier démarrage, et ben on va avoir une demande de mot de passe qui nous sera obligatoire de changer. Parce que la première connexion ici, c'est l'affectation du mot de passe. Et une fois que ce mot de passe aura été en fait configuré, ben, on pourra se loguer. Voilà, donc le vrai démarrage débute maintenant. La machine redémarre. Et tous ces composants normalement sont corrects. Alors, comme c'est une machine virtuelle, ce que j'envisage de faire aussi, et je vais probablement le faire parmi les premières actions, c'est que je vais... alors, pour comprendre, il faut voir que ces commandes à taper, c'est un petit peu compliqué. On risque de faire des erreurs de syntaxe et de perdre du temps. Donc ce que je prévois de faire, comme j'ai préparé mes commandes à l'avance dans cette doc, j'envisage de faire des copier-coller entre ce que je vais prélever dans la doc et la console ici. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin d'installer les outils de gestion des fonctionnalités VirtualBox. C'est donc par là que je commencerai. Alors nous voilà à l'ouverture de session, le mot de passe doit être modifié. On indique notre mot de passe. Voilà. Alors voilà la fameuse fenêtre commande, hein, on peut se rendre compte que c'est un peu tristounet, hein, on n'a pas de mode graphique, donc on va tout saisir à partir de là. Bon, alors dans mes précautions d'utilisation, je viens de dire que ma machine est une machine virtuelle, donc je vais commencer par en faire un cliché pour pouvoir revenir au démarrage, à la situation initiale. Au cas où il y a un problème ou bien au cas où je souhaite revenir volontairement à cette étape. Juste après installation, je mets un petit commentaire pour me souvenir de quoi il s'agit. Ça prend quelques secondes, 1, 2, 3, 4, 5 secondes maximum. Voilà. Alors, je disais à l'instant que comme c'est une machine virtuelle, je vais installer les outils d'administration de VirtualBox pour pouvoir profiter du copier-coller notamment. Alors c'est très simple, hein, dans le menu VirtualBox, insérer l'image des additions invitées. On attend un petit peu. Ça insère dans le lecteur de DVD un CD-ROM dans lequel en fait je vais lancer mon appli. Donc le lecteur de DVD est probablement affecté à la lettre D. Je fais des deux points, dire pour voir ce qu'il y a dedans, et je trouve mes additions ici, vbox windows addition.exe. Donc vbox windows addition.exe, on lance cette appli, suivant, installer. Voilà, on va cocher cette case, enfin ça c'est la procédure habituelle VirtualBox. La machine va redémarrer à l'issue de cette opération. Je perds pas de temps, j'accepte le redémarrage. Et on va se retrouver dès lors avec une machine prête à être exploitée. Voilà, donc ça va être assez rapide. Alors, il
Il faudra aussi prévoir, on en a parlé tout à l'heure, un poste client pour la deuxième phase des opérations lorsqu'on sera prêt à installer un poste client dans le domaine qui nous servira de poste de test, mais aussi et surtout de poste d'administration à distance. Voilà, on démarre, on se log, le mot de passe, notre machine nous réouvre la fenêtre. Alors il y a un petit bug d'affichage ici, on ne va pas y prêter attention, c'est dû à mon VirtualBox. Première chose à savoir, quand on est un peu perdu avec ce mode console, on peut faire des erreurs. Alors voilà, une première erreur qu'on peut faire, ça serait de fermer cette fenêtre. Et là, on se retrouve en écran totalement noir. Donc, solution au problème, faire CTRL-ALT suppression au clavier. Alors moi qui suis sous VirtualBox, je vais faire juste CTRL de droite et suppression, qui me lance en fait l'équivalent de la commande, enfin de la fonction Windows quand on fait CTRL-ALT suppression. Et je vais choisir le gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, bon, il ne se passe pas grand chose, donc je cherche un petit peu à en savoir plus. Ici, je vois que je peux obtenir plus de détails, et là, je vois toutes mes applis qui sont lancées avec différents champs d'affichage ici. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, en passant par le menu fichier, je peux avoir l'option qui permet de lancer un programme. Et moi, je vais lancer le programme de commande CMD. En faisant ça, je récupère ma fenêtre. Voilà. Donc je le refais une deuxième fois. Je ferme. Je fais CTRL-ALT suppression. Je lance mon gestionnaire des tâches. Je vais dans le menu fichier. J'exécute une nouvelle tâche qui s'appelle CMD. Je lance. Et voilà. Donc je récupère ma commande. Du coup, je peux fermer le gestionnaire des tâches. Et je fais attention de ne pas fermer cette fenêtre. Donc, première opération, si on fait ipconfig, on se rend compte que la machine elle a une adresse IP, mais elle a été obtenue par DHCP. On peut s'en rendre compte en faisant ipconfig/all. On voit qu'il y a un serveur DHCP qui apparaît ici. Et donc on voit une notion de byte, ce qui veut dire qu'on est vraiment en IP dynamique, ce qui n'est pas possible de conserver pour un serveur qui sera surtout contrôleur domaine. Vous voyez ici DHCP activé, oui, on ne peut pas supporter ça, il faut absolument mettre une IP fixe. Donc première commande, ça va être d'installer une IP fixe. Pour faire les copier-coller, si j'essaye de le faire ici, alors par exemple pour mettre une IP fixe, ce qui m'intéresserait, ça serait par exemple de taper cette commande. Donc je vais la copier sur ma doc, et je vais essayer de la coller au niveau de ma console. Avec un clic droit, coller, et rien ne se passe. Pourquoi? Eh bien parce que dans VirtualBox, je dois activer le presse-papier. Alors, il y a plusieurs options, je vais le mettre en bidirectionnel. Ça veut dire que je peux copier-coller depuis soit la vraie machine vers la machine virtuelle ou l'inverse, en bidirectionnel. Et ensuite, quand je ferai coller ici, ça fonctionnera. Alors, comme je viens d'activer, je retourne chercher mon option ici et je vais pouvoir la coller ici. Et vous voyez que ça fonctionne. Alors maintenant, regardons si cette adresse IP a été changée. Normalement, je devrais avoir en toute logique la 172.13.0.250 avec ce masque et ça comme adresse de passerelle. C'est bon. Et si je fais ipconfig/all, au niveau du DHCP activé, il y a maintenant écrit non. Donc je suis bien placé, bien passé en IP fixe. Deuxième commande qui m'intéressera, ça sera de désigner ma machine comme son propre serveur DNS en bouclant sur mon adresse. Si je tente de faire ça maintenant, en mode commande, la machine va me dire que c'est pas possible. En tout cas, elle me dit pas que c'est pas possible, elle me dit que c'est incorrect ou que ce serveur n'existe pas. Et ce qui est vrai, puisqu'il n'y a pas encore serveur DNS installé sur cette machine. Mais si je fais ipconfig/all, donc ici là,
pour vérifier, je m'aperçois qu'elle a déjà tenu compte de mon serveur DNS. Donc ça, c'est très intéressant parce que je vais avoir besoin tout à l'heure d'installer mon DNS en local et de le consulter, donc je suis déjà prêt ici. Alors, on peut changer le nom de la machine et on va lui donner un nom. Donc, je copie cette commande, je ne vais pas l'appeler Windows 2012. Je vais lui changer son nom, donc je copie cette commande, je la colle ici et je vais l'appeler serv-1. On fait entrer, on confirme avec oui, l'opération s'est bien déroulée, vous devez redémarrer l'ordinateur pour terminer l'opération. Alors si je dois redémarrer l'ordinateur, je vais le faire, et là je vais cette fois-ci utiliser cette commande qui permet de rebooter R, et ça je vais le faire dans une temporisation de 3 secondes, qui veut dire que si je mets 3 ici, dans 3 secondes, à partir du moment où vous aurez appuyé sur entrée, la machine va rebooter. Si je mets 0, elle reboot tout de suite. Si je mets 100, elle reboot dans 100 secondes. Je vais mettre 3 secondes et on va voir ce que ça donne. J'appuie sur entrée. Oui, alors, j'appuie sur entrée, il ne se passe rien parce que j'ai fait une faute de frappe. Shutdown. Voilà, cette fois-ci ça va fonctionner. 1, 2, 3. Donc vous voyez, le système, il y a eu une petite alerte, un petit message qui m'indique que la machine va redémarrer. Donc on doit trouver au redémarrage qu'elle s'appelle serv1, qu'elle a conservé cette adresse IP avec ce masque et cette passerelle, qu'elle a conservé comme DNS cette adresse. Pour le reste, j'ai pas vraiment besoin de modifier pour l'instant d'autres choses. On vérifie, donc je me log. La petite fenêtre s'ouvre, on fait ipconfig avec /all pour voir tous nos paramètres. On retrouve notre IP, notre masque, notre passerelle, et comme DNS, on trouve bien 172.30.0.250, parfait. Le nom de la machine devrait être serv1 host name pour connaître le nom de la machine. serv-1, c'est parfait. Prochaine étape maintenant, installer les fonctionnalités du domaine. Alors installer les fonctionnalités du domaine, ça ne peut pas se faire tant qu'on n'a pas été installer les modules qui vont permettre justement d'installer les fonctionnalités du domaine. Donc si par exemple je cherche à faire ça tout de suite, je vais me faire avoir parce que ce sera pas possible de le faire tant que j'ai pas installé les fonctionnalités. Donc on va installer le rôle de service Active Directory. On n'est pas obligé de prendre la fin de ligne. La fin de ligne, en fait, ça va inclure les outils de gestion du domaine. Alors, en fait, ces outils vont nous servir à rien, puisqu'on n'a pas de mode graphique, et que ces outils, on sera plutôt amené à les installer sur un poste de travail, un poste client. Alors, du coup, c'est pas la peine de les prendre. Alors, on va voir si on arrive à installer nos fonctionnalités ici. Ou pas. Et là, vous voyez que quand je fais ça, tout de suite, il me dit que c'est pas une commande interne ou externe, c'est pas un programme, c'est pas un fichier de script. Cette commande que je cherche à taper ici est en fait une commande que l'on tape à l'intérieur de la console PowerShell. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je vais lancer PowerShell. Et l'éditeur PowerShell, qu'on reconnaît ici avec le PS, le prompt PowerShell, doit lui comprendre cette commande. En tout cas, il doit pouvoir l'interpréter. Voilà, donc la commande, lorsqu'elle se déroule correctement, généralement dans PowerShell, on a une barre de progression ici, qui est exprimée ici en pseudo-graphique, et qui permet quand même de savoir un peu où on en est. Alors attention, hein, des fois les opérations peuvent durer un certain temps.
toutes les commandes qu'on va taper désormais peuvent pour certaines faire appel aux fichiers qui sont sur le DVD de Windows 2012. Donc ce qu'il est intéressant de faire, ça sera dans le Windows 2012 de prévoir de remettre le DVD dans le lecteur. Je dis ça parce que tout à l'heure on a installé les packs d'administration de VirtualBox, du coup il a éjecté le DVD de Windows 2012 pour se mettre à la place. Donc nous il faut faire l'inverse ici. Voilà, alors regardez, cette commande que nous avons faite, donc qui installe les périphériques nécessaires, en fait les équipements nécessaires au déploiement de Active Directory. Donc il nous dit en fait que le succès est total, et donc là, c'est plutôt bon signe. Il y a quand même un avertissement qui nous dit que les mises à jour automatiques ne sont pas activées. Alors maintenant que c'est fait, donc nous venons de faire ça, maintenant que c'est fait, on va pouvoir installer un domaine nouveau en passant par l'installation d'une forêt. On va tenter. Donc, je vais effacer l'écran et on va tenter de le faire toujours dans PowerShell. Alors regardez, ici il me dit que il n'y a aucun besoin de modifier parce que j'ai tout simplement oublié de faire mon copier-coller. Donc du coup j'ai retapé la même commande que tout à l'heure. Cette fois-ci, je vérifie, c'est pas la même commande. Tout à l'heure j'avais retapé la même. On lance, on regarde ce qui se passe et il nous demande de fournir des renseignements. Le nom de domaine. Alors par exemple, si mon nom de domaine, je décide de l'appeler comme ça, saturne.local. Un mot de passe de restauration des services annuaires que je confirme une deuxième fois. Je réponds oui. Et là, il est en train de m'installer la forêt. Alors, cette opération, en fait, c'est l'opération qui va faire, en enchaînant les différentes actions, le déploiement complet de la forêt, du domaine, de l'arbre, la création de la zone DNS pour gérer le domaine, et l'installation des objets. Et donc du coup ça obligera à un redémarrage de la machine et on sera à ce moment là, si bien sûr on aboutit, hein, on sera sur un contrôleur de domaine et plus sur un serveur autonome. Alors, on peut voir, si on a le temps de lire, que ça se passe pour l'instant bien et qu'il est en train d'installer le Windows Server DNS, le service DNS plus exactement. Il fait référence ici à quelques infos. Donc c'est forcément quelque chose qui prend un peu de temps, mais tout se fait tout seul. Voilà, maintenant c'est la phase de déploiement des objets Active Directory. Donc c'est l'annuaire LDAP qui est en train d'être créé à ce moment-là. Voilà, phase finale, le serveur, sans que je fasse rien, incite au redémarrage. Donc si je fais rien au bout d'une minute, il redémarre, hein, c'est programmé à 1 minute. Moi je vais le redémarrer instantanément. Shutdown-R- ah ben non, voilà, j'ai pas eu le temps. La minute est vite passée, en fait ça devait être inférieur à 1 minute. Donc c'est très bien, le redémarrage va certainement prendre plus de temps. Et si tout s'est bien passé, on devrait voir une demande de connexion avec le compte administrateur précédé du nom de domaine et qui pour nous s'appelle Saturne. Donc en toute logique, je m'attends à trouver Saturne anti/administrateur comme demande d'ouverture de session et non plus seulement administrateur. Alors, pendant que la machine démarre, on peut quand même être en mesure d'affirmer, et je pense que tout le monde avec un peu de comparaison possible, en effectuant une comparaison avec un Windows 2012 en mode graphique, on se rend compte que c'est plus rapide et plus simple de déployer un domaine Active Directory sur un serveur Windows en mode core. On n'a eu que à répondre à 3-4 questions qui sont très simples et pas à se poser des questions, à naviguer avec la souris dans différentes fenêtres. En fait, on était obligé de répondre, on n'avait pas le choix. Les questions étaient simples
et tout se fait tout seul jusqu'au redémarrage de la machine. Donc c'est quand même très très efficace. Alors bon, comme on pouvait s'y attendre, le démarrage est forcément plus long. On est en train de démarrer un domaine. Donc en fait, comme c'est le premier démarrage, d'autant plus que ce domaine est neuf, il vient d'être créé, et bien il y a création des objets, inscription dans l'annuaire, sécurisation des objets. Donc, et les objets, même s'il n'y en a pas des millions, il y en a quand même un certain nombre. Donc ça prend du temps. Dans ce laps de temps, on s'intéresse à ce qu'on va pouvoir faire tout à l'heure. Alors ce qu'on va pouvoir faire tout à l'heure, c'est installer notamment, par exemple, l'outil d'administration et le service DHCP. Et une fois que ce sera fait, il faudra que on autorise notre DHCP par rapport à notre domaine. Donc voilà, on va revenir sur cette fenêtre. On va patienter que le serveur nous rende la main, ce qui est fait, et vous voyez effectivement le nom de domaine suivi d'administrateur. On renseigne le nom de l'administrateur et son mot de passe. Voilà, on se log, on va retrouver notre fenêtre, et voilà. Alors regardez, ce que je n'ai pas fait au préalable, c'est de vérifier les différents services qui étaient ouverts, mais si je le fais maintenant, si vous avez l'occasion de le faire avant le déploiement d'Active Directory, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de services ouverts aujourd'hui, et c'est bien normal puisqu'on a installé Active Directory. Alors, par exemple, pour citer les principaux, le port ici qu'on voit numéro 88, c'est le port utilisé par le service Kerberos. Le port 389 par exemple, c'est le port utilisé par le service LDAP. Ici vous avez le port utilisé par le catalogue global et pas mal d'autres choses un petit peu plus bas. Donc c'est révélateur du fait que notre serveur est configuré en contrôleur domaine. Alors on vérifie quand même une dernière fois son adresse IP. On peut tenter tout de suite de faire un ping du nom du domaine. En toute logique, ça devrait fonctionner. Et on peut même pinguer le nom de la machine qui s'appelait SERV-1. On va le compléter du nom de domaine complet et ça doit fonctionner également. Alors, ça marche. Alors, si ce n'est qu'on constate que c'est l'adresse IP V6 qui me répond par défaut, ce qui me gêne pas du tout donc sur le principe, mais du moment que ça fonctionne et que c'est bien le DNS qui fait le job. C'est le cas. Alors voilà, toute cette partie-là d'installation d'Active Directory, terminée. Maintenant, on passe à une deuxième phase qui va consister à installer le DHCP. Et ensuite, on va s'attaquer à commencer à préparer notre machine client pour l'intégrer dans le domaine, y installer les outils d'administration du domaine, et ensuite pouvoir administrer à distance différents services, par exemple le DHCP en question, le DNS et beaucoup d'autres choses comme par exemple les utilisateurs. Donc ça c'est la prochaine étape. Là on va s'arrêter sur cette étape là, donc ce que j'appellerais cette phase 1 du déploiement d'Active Directory sur un serveur Windows 2000 installé en mode